force de jouer avec des notions très lourdes de sens, d'armer et de narguer des idéologies complexes qu'il ne faut surtout pas éveiller, et surtout pas développer en plus, on finit par sacrifier des peuples entiers aux besoins criminels d'une minorité de privilégiés. Ces considérations faites, j'ai le plaisir de donner la parole à maître Damien Viguier, avocat au barreau de l'Ain et de Genève et docteur en droit. On écoute maître Damien Viguier. Dans l'un de vos récents articles, vous remettez en cause l'usage tout à fait déplacé, car assez souvent abstrait et presque toujours opportuniste, que l'on fait du terme terrorisme. Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît, cette réflexion ? Oui, il y a en effet un usage qui est fait en ce moment qui est curieux, mais je crois que il est plus temps de s'indigner ou de s'étonner, de s'offusquer. Je crois qu'il faut vraiment faire l'effort de comprendre, parce que ce à quoi on assiste actuellement a certainement une raison logique. Le terme de terrorisme ne veut pas dire grand-chose. L'État français, enfin l'État révolutionnaire en 1792 l'a employé. On parle de terrorisme quand il s'agit de résistance, quand il s'agit d'offensives qui souvent est téléguidée par l'étranger. On peut même parler, puisque la définition française c'est de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, on peut parler dans certains cas même des mafias qui se livrent à du terrorisme. Donc c'est un terme effectivement très très vague. Ce qui est nouveau et ce qui est absolument à noter, c'est le fait que les gouvernants emploient le terme de guerre. Ils ont parlé d'une guerre contre l'islamisme radical et ils emploient ouvertement ce terme de terrorisme, que ce soit dans leurs interventions dans les médias ou dans la loi. Et ça, c'est notable parce que un État souverain, dans la tradition, disons, de l'État européen, l'État chrétien, n'emploie pas ce terme pour opérer. Si une armée se livre à des exactions, si des militaires se livrent à des exactions contre des civils, on parle de crimes de guerre. Et si ce sont des civils qui se livrent à des exactions, que ce soit contre les militaires ou contre d'autres civils, de manière qui fait penser à une lutte politique qui soit plus vraiment purement crapuleuse, on ne parle pas de terrorisme, on parle de crimes de droit commun. Et je vous rappelle par exemple les événements d'Algérie étaient désignés comme étant des événements dans les années 60 ou en 62 et n'ont jamais été dit une guerre du côté français. Donc ça, ce point de vocabulaire est très important parce que je crois que c'est le signe que le ver, quelque part le ver est dans le fruit, c'est-à-dire que mais ça c'est pas surprenant, c'est quelque chose qui est avoué, qui est revendiqué. On veut détruire l'État souverain. Il y a des signes c'est pareil pour la politique d'ingérence, etc. Tout montre que on veut liquider définitivement l'État souverain et passer à une autre configuration. Personne ne s'en cache, avec un gouvernement mondial et qui serait effectivement en lutte contre le terrorisme. Et on a besoin du terrorisme quelque part, un terrorisme diffus et international, pour asseoir et appuyer l'histoire de cette conception d'un gouvernement planétaire quelque part. Voilà. Je crois que ça c'est cohérent et ça explique qu'on n'est pas du tout véritablement en lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, on l'emploie en Syrie, on l'a employé en Ukraine et aujourd'hui il est employé en France. Il y a une connivence, une complicité objective qui relève plus que du complot. C'est une logique du droit. Un gouvernement qui ne serait plus un ordre international qui ne serait plus fondé sur l'État souverain, quelque part a besoin du terrorisme pour exister. Je vois, justement, vous parlez de l'instauration, si je puis dire, latente, quoiqu'elle devient presque patente maintenant, d'une espèce de dictature antiterroriste qui pourrait s'imposer donc sous peu à la France. Alors, je suis d'accord avec vous, je suis contre les extrêmes, je trouve détestable dans les deux sens du terme, mais cela étant dit, par rapport aux événements qui ont lieu début janvier à Paris, enfin durant ces 3 journées tout à fait sanglantes, qui quand même a fait repenser en quelque sorte au 11 septembre, quoique au 11 septembre, effectivement, voilà, donc quoique cette analogie soit faite un petit peu tirée par les oreilles, mais enfin bref, est-ce que selon vous, on pourrait envisager une solution plus efficace au défi que constitue le terrorisme islamiste, enfin le terrorisme encore une fois par abus de langage, pour reprendre votre argumentation, mais quand même à la menace, si je puis dire, islamiste
pour l'Europe, ou alors vous pensez que ça n'en est pas du tout une et qu'il faut chercher ailleurs? Écoutez, dans le fond, en soi, l'islam n'est pas un danger ou une menace pour l'Europe. Non, l'islamisme, je veux dire. Oui, bon, ouais, enfin, vu la situation sociale catastrophique dans laquelle sont les sociétés chrétiennes, je crois que l'islam constitue plutôt un espoir. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on veut vraiment nous faire croire qu'il existe un terrorisme islamiste. Hein. Ça, c'est absolument évident. Et je pense que l'entreprise, dans la continuité logique avec ce que je vous disais à l'instant, l'entreprise vise à couper la société française en deux. C'est-à-dire, on a d'un côté une société, disons, de Français de souche qui sont donc terrorisés, hein, mais de manière assez artificielle en réalité. Hein. Et puis de l'autre côté, on a des populations qui sont issues de l'immigration, qui sont effectivement proches de l'islam et qui sont également sous la terreur, puisque on les accuse de terrorisme et puis on suscite, parce que actuellement la façon dont se comportent les pouvoirs publics laisse penser qu'ils cherchent plutôt à provoquer le terrorisme. En réalité, l'apologie de terrorisme, elle n'est pas du côté des artistes, des gens émus par les événements ou des gens qui étaient pris sous le coup de l'ivresse et puis qui se sont mis à dire « je suis Kouachi ». Elle n'est pas de ce côté-là, l'apologie de terrorisme. La provocation au terrorisme, elle est du côté actuellement de l'institution judiciaire qui fait n'importe quoi. Enfin, voudrait-on déclencher une guerre civile en France, on ferait pas autrement. Et je pense que c'est effectivement la configuration qu'on veut chercher, une configuration qui rappellerait un peu celle de l'Algérie coloniale, l'Algérie des années 50, une configuration qui fait fortement penser d'ailleurs à la configuration qui existe en Palestine. Vraiment quelque chose de colonial, c'est-à-dire et c'est pas un hasard d'ailleurs que l'on pourchasse et qu'on poursuive Dieudonné, puisque lui ou quelqu'un de même que Alain Soral sont des gens qui cherchent justement à contrer cette entreprise qui vise à reconstituer ce schéma colonial en France. Voilà ce que je crois plus dangereux qu'un quelconque fantomatique danger islamiste. Ça c'est vrai, je vous donne tout à fait raison, maître. Et une dernière petite question, vous dites également dans l'un de vos récentes interventions qu'on a davantage tendance à sanctionner les idées que les actes, mais les idées, en définitive, est-ce qu'elles ne motivent pas les actes? Ne devrait-on pas sanctionner certaines idées, ne serait-ce qu'à titre préventif? Alors là, du point de vue du droit pénal, et comme dans toutes les branches du droit d'ailleurs, on assiste aujourd'hui on voit clairement aujourd'hui que des glissements imperceptibles se sont opérés depuis des dizaines et des dizaines d'années, pour pas dire dans certains cas depuis des centaines d'années. Il faut rappeler que pour que l'appareil répressif se mette en place de manière classique, il faut que matériellement vous ayez commis une infraction. Il faut que vous ayez tué, il faut que vous ayez volé, il faut que vous ayez pillé, brûlé. Il faut des actes matériels. Ça, c'est quand même une base qu'il faudrait peut-être rappeler aujourd'hui. Le problème qui s'est posé aux penseurs, aux auteurs qui ont réfléchi sur le droit pénal, c'est c'est le cas de celui qui ne fait qu'aider. Par exemple, le meurtrier, on ne fait que lui remettre un couteau. En soi, remettre à quelqu'un un couteau, ça n'a rien de répréhensible. Mais si celui qui remet le couteau le fait sachant qu'il va y avoir un assassinat, on incrimine l'acte en parlant de complicité. Le problème de la complicité en droit pénal, c'est que elle dépend uniquement du comportement de l'auteur principal. Si vous remettez un couteau à quelqu'un et pour qu'il tue et qu'il ne tue pas, vous n'êtes pas coupable, alors qu'en réalité vous êtes moralement, disons, aussi coupable. Donc déjà la complicité, c'est une première une première distance prise avec le fait qu'on ne doit sanctionner que des actes matériels. Je rentre dans ces détails parce que pour parer à ces difficultés liées à la complicité, on a commencé à ériger ce qu'on a appelé des complicités délits distincts. Et on a parlé de provocation à commettre des crimes, et qui étaient en soi des infractions, même si elles n'étaient pas suivies effectivement de crimes. Il faut rappeler quand même ces éléments, parce que c'est par cette brèche que se sont engouffrés toute une série de textes qui se sont mis à incriminer. Alors,
l'incitation à la haine, l'apologie et également donc l'apologie de terrorisme, la négation de tel et tel crime condamné à telle et telle époque, etc. Donc ça c'est une dérive que il va falloir finir par dénoncer, parce que vous vous retrouvez aujourd'hui à énoncer effectivement des pensées, des propos qui ne sont absolument pas susceptibles de provoquer à la commission d'infraction. Mais comme on les a érigés en soi en infraction, on assiste effectivement à une chasse à une police de la pensée. C'est-à-dire que on ne vous sanctionne plus parce que matériellement vous faites du mal, mais uniquement parce que vous avez des pensées qui ne correspondent pas aux choix qui ont été faits par ceux qui actuellement sont au pouvoir. Le délit d'opinion, autrement dit. Absolument, c'est exactement ça. C'est un délit de pure opinion, une opinion qui en soi n'est pas dangereuse. Au contraire, on a beaucoup d'opinions qui sont aujourd'hui sanctionnées et poursuivies, alors même qu'elles iraient plutôt dans le sens de la paix, de la pacification, des esprits et des corps. Voilà. Je rappelle que c'était l'intervention de maître Damien Viguier, qui est avocat au barreau de l'Ain et de Genève et docteur en droit, et moi-même, Françoise Coupoin, qui l'ai interviewé. Au revoir.